Alors il y a une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir donné le prix à ces enfants de Sérignan. Alors là, c'était bien vu, hein, c'était... Alors, pourquoi la mémoire? Encore la Shoah? Alors en 1945, on ne disait pas la Shoah. On disait encore les Juifs, encore... Dès 1945, déjà, on voulait oublier. Et j'ai entendu cette phrase, mais enfin, arrêtez un peu de vous plaindre, nous aussi, on a souffert, nous aussi, on n'avait pas de beurre. Je vous affirme que j'ai entendu ça, et je sais que dans la salle, d'autres personnes ont entendu une phrase analogue. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était il y a quelques semaines, par un journaliste que vous connaissez peut-être sûrement, Éric Zemmour, qui m'a dit, mais arrêtez un peu de parler de tout ça. Donc c'est une constante qui fait qu'on peut très bien éliminer un peuple ou chercher à l'éliminer, et que se taire, c'est se faire complice de l'agresseur. Donc il n'est pas possible de se taire, mais c'est difficile d'en parler. On ne peut pas en parler n'importe comment. On ne peut pas larmoyer, et je trouve que les enfants ont été très bien, parce qu'ils en ont parlé très joliment, très intelligemment et en souriant. C'est comme ça qu'il faut en parler, sinon on n'aurait pas supporté d'en parler autrement. C'est comme ça qu'il fallait en parler. Alors, cette difficulté, cette incroyable difficulté de dire qu'on peut éliminer 5 ou 6 millions de personnes comme si de rien n'était. Alors non, bien sûr, on ne peut pas laisser faire. Alors, dans les années d'après-guerre, les Juifs ont parlé très clairement. Primo Levi a publié en 1947, après avoir été refusé par plusieurs éditeurs. Et je tiens à vous rappeler que vous savez quel est le chiffre de lecteurs qu'il a eu? 700. C'est-à-dire que personne ne l'a lu, et parce que le confort consistait justement à se taire, comme les enfants l'ont très bien dit, c'est-à-dire que la solution de facilité, c'est de se boucher les oreilles, de se fermer les yeux, de se fermer la bouche, et tout ira bien, sauf que on sera amputé d'une énorme partie de notre condition humaine, parce qu'on se sera fait complice d'une agression qui a éliminé 5 ou 6 millions de personnes. Alors, c'est vrai qu'on peut en parler en public, et que c'est finalement plus facile d'en parler en public que dans sa famille, avec ses proches. Parce que c'est avec les proches que les mots sont les plus difficiles à dire. C'est avec les proches, la proximité affective donne tellement de poids aux mots que c'est avec les gens les plus importants de notre vie qu'on a le plus de mal à parler. C'est parce que le moindre mot raté nous blesse. Si ma boulangère me dit « Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas », je vais dire « Tiens, elle est bizarre celle-là, elle ne sait pas ce qu'elle perd. » Et je vais m'en sortir comme ça. Si ma femme ou mes enfants me disent exactement les mêmes mots, alors là, je ne pourrai plus rire. Les mêmes mots auront un poids affectif déchirant pour moi. On peut donc parler plus facilement en public de ce qu'on ne peut pas dire aux gens les plus importants de notre vie. Donc le détour est nécessaire, comme l'ont fait les enfants de Sérignan. Le détour est nécessaire par la mise en forme, par l'œuvre d'art, par la peinture, par la réflexion, par la mise en scène, par les photos, par l'enquête. À ce moment-là, on peut dire ce que les autres ne peuvent pas entendre et ce que nous aussi on a du mal à dire. Alors, c'est vrai que dans ces situations-là, quand même, il ne faut pas non plus juger. Personnellement, j'ai renoncé à penser que le bien est d'un côté, le mal de l'autre. Je pense que ce sont des catégories binaires, des catégories abusives. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est moi qui ai raison. C'est-à-dire que on ne peut pas... les catégories binaires, c'est les petits-enfants, pas ceux-là. Les petits-enfants raisonnent de manière binaire. Tout ce qui n'est pas grand est petit, tout ce qui n'est pas gros est maigre, tout ce qui n'est pas homme est femme. Voilà, les catégories commencent comme ça.
Et puis avec l'expérience, avec la vie, on dit on peut être plus ou moins grand, plus ou moins gros, plus ou moins homme, plus ou moins femme. Et à ce moment-là, on introduit une autre manière de réfléchir. Alors pour ma part, je sais que dans ces conditions-là, dans les conditions de la guerre de 40, la solution de facilité, que je ne juge pas, la solution de facilité, c'était de fermer les yeux, fermer les oreilles, fermer la bouche, se taire. Mais les fonctionnaires de cette époque-là avaient tous trouvé, comme ça s'est vu dans d'autres dictatures, les fonctionnaires avaient toujours trouvé une toute petite critique qui leur permettait de ne pas remettre en cause leur place, de garder leur place dans la société, et pourtant de se ménager un zeste de morale. C'est-à-dire que lorsque Madame Descoubès, qui m'a permis de m'évader en 1944, alors que j'avais 6 ans et demi, Madame Descoubès, quelques mois avant, avait été invitée à la préfecture par Maurice Papon. Et les gens lui disaient, mais ne va pas à la préfecture, sinon tu vas être arrêté, tu vas disparaître comme tout le monde. C'est difficile quand on est une jeune femme de 20 ans, 22 ans, de quitter son foyer pour aller dans la campagne, s'engager dans la résistance. Elle savait peut-être même pas. C'est difficile. Donc elle a été à la préfecture et Maurice Papon, qui était en place à cette époque-là, s'est levé, lui a serré la main et lui a dit « Nous savons ce que vous avez fait ». C'est-à-dire que le même homme qui avait signé l'arrestation de 1700 personnes, qui, sauf 2, sont mortes à Auschwitz, c'est le même homme a pu s'offrir un petit comportement, un petit zeste de morale qui lui a permis à la libération de dire « Mais moi aussi, j'ai fait mon acte de résistance ». Ce qui était vrai, mais ce qui avait été une préparation du virage que tout le monde sentait venir. Alors, on peut se taire, finalement, c'est la solution de facilité, mais on peut se taire pour se cacher. C'est ce qu'ont fait les Juifs pendant la guerre. Mais c'est vrai que ce que les enfants nous ont expliqué et ont mis en scène, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Ils ont donné la parole, ils ont ressuscité les morts. Je trouve que le titre, La mémoire des oubliés, c'est vraiment une très jolie métaphore de ce qui s'est passé dans la réalité. Alors, il fallait se taire pour se cacher, et le secret, c'était la survie. Mais beaucoup d'autres juifs, eux, étaient engagés, mais ils étaient engagés dans les armées à Londres, ils étaient engagés dans l'armée française, comme mon père, ils étaient engagés dans la résistance, comme mon oncle, mais cela avait une situation normale, donc on n'en parle pas. Alors qu'en fait, on parle de cela, et vous avez bien fait de leur donner la parole, on parle de cela parce que c'est le plus impensable. Quand on s'engage dans une armée, on sait qu'on va mourir ou qu'on risque de mourir. Mais là, ils étaient engagés dans quoi? C'était des braves gens qui, tout simplement, voulaient ne pas mourir, c'est tout. Leur seul crime, c'était ça. Ils ont été arrêtés, même les infirmes. Et c'est vrai que j'avais oublié, mais j'avais lu déjà ce calcul qu'un handicapé ou un malade mental coûte le prix et je me rappelle avoir vu des dessins, je ne sais pas si vous les avez retrouvés, d'un joli couple de blonds. Je suis désolé pour vous, mais il y avait un couple de jolis blonds et entouré de dessins d'hommes très laids et d'enfants monstrueux. Donc les enfants étaient induits à penser il faut tuer ces enfants et ces hommes-là pour que le joli couple de blonds puisse avoir un logement. Vous avez vu ces dessins? Alors, donc, les images sont des inducteurs de pensée et des pièges de la pensée. On en reparlera tout à l'heure. Donc, ces images-là, il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, 200 000 malades mentaux sont morts de ce raisonnement, et je crois qu'en France, c'est 70 000 à peu près. Donc, ça veut dire que quand on avait une représentation, un discours qui était entré dans toutes les cultures, pas seulement en Allemagne, mais dans toutes les cultures européennes ou occidentales, qu'il y a des gens qui sont de qualité supérieure, une race de qualité supérieure, ça induit que puisqu'il y a des gens supérieurs, les autres inférieurs, c'est pas très grave de les éliminer, c'est pas très grave de les déporter, de les brûler, c'est quand même pas un crime d'écraser
un insecte, puisque ce n'est pas des vrais êtres humains, ils sont de moins bonne qualité. C'est-à-dire qu'un raisonnement apparemment théorique implique des décisions politiques, comportementales, qui mènent à l'élimination de 5 à 6 millions de personnes sans que les autres protestent. Et si vous ne leur aviez pas donné la parole, beaucoup de gens auraient été contents de se taire. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un manuscrit d'une jeune femme qui me dit je suis au Front National, j'ai milité, je suis négationniste, et depuis votre dernier livre, un excellent livre, Sauve-toi, la vie t'appelle, très bien. Et depuis votre dernier livre, je ne suis plus négationniste. Je vous entends penser. Je vous ai entendu penser. Donc j'ai lu son manuscrit. Je ne sais pas si je vais la rencontrer. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de ces conversions brutales, de ces passages d'un excès à l'autre. On en parlera. Je ne sais pas si vous me conseillez de rencontrer cette jeune femme. En tout cas, j'ai envie de la rencontrer quand même, mais j'ai peur de la rencontrer. Alors, les gentils. Les gentils, eux, c'était la majorité des gens. C'était les silencieux. C'était les gentils au sens biblique, mais c'était les gentils aussi au sens adjectif qualificatif. C'était ceux qui voulaient ne pas commettre de crimes, c'était ceux qui voulaient qu'on leur fiche la paix et qui ne se sentaient pas impliqués. Or, pour eux, c'était impensable, puisque ce n'était pas dit, ce n'était pas raconté. Donc comment voulez-vous penser qu'on va brûler ou tuer 1 500 000 enfants? C'est à peu près le chiffre. Hein. Comment penser que leur crime, c'est d'être des enfants, et que parce qu'ils sont là, on va les brûler. Voilà. Comment peut-on penser ça? On ne peut pas le penser. C'est-à-dire que c'est difficile à penser. Donc le négationnisme, si on se tait, vraiment, il pousse très facilement. Parce que c'est presque la solution logique. Par bonheur, il y a des gens qu'on ne peut pas faire taire. Alors je vais bien sûr... Alors, il y avait mais on ne peut pas parler n'importe comment. Anne Frank, dès la fin de la guerre, a écrit quelque chose de tout à fait partageable, parce que ce n'était pas l'horreur, c'était quelque chose que les gentils pouvaient entendre. Ça, c'était partageable. Ce n'était pas les fours, ce n'était pas les arrestations, ce n'était pas les infirmes battus, les enfants infirmes battus. Ça, c'était insupportable. Mais en revanche, une gentille famille qui s'aime et se dispute, ça pouvait faire quelque chose de partageable, et je pense qu'Anne Frank est rentrée dans la culture très tôt après la fin de la guerre. Victor Frankl, un psychiatre autrichien, est entré aussi dans la culture très tôt, parce que, au lieu de raconter l'horreur, il cherchait à comprendre l'horreur de façon à pouvoir la partager avec ceux qui aiment comprendre. Germaine Tillon, qu'on cite aussi dans ces cas-là, et qui est une grande dame, tous les gens qui ont travaillé avec elle étaient amoureux d'elle. Elle est morte à 104 ans, et il paraît que la veille de sa mort, elle continuait à travailler, à chanter et à faire rire les gens. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont travaillé avec elle, et qui absolument tous, disaient on ne peut pas ne pas être amoureux d'une femme comme ça. Et à 104 ans, elle continuait à avoir des idées, elle a écrit un opéra. Alors, tous ceux qui n'ont pas aimé La vie est belle de Benigni, elle a écrit un opéra sur Ravensbrück, c'est ça? Donc, on peut transformer, quand on cherche à comprendre, on peut transformer l'horreur en beauté. Si vous ne me croyez pas, si vous voulez supprimer la souffrance de la condition humaine, eh bien, vous allez fermer le Louvre, vous allez empêcher la plupart des romans, vous allez empêcher la plupart des films, vous allez empêcher les opéras. Alors là, les opéras, les femmes, qu'est-ce qu'elles ramassent dans les opéras? C'est-à-dire que, de toute façon, on est contraint à transformer l'horreur en œuvre d'art comme vous l'avez fait. Et là, à ce moment-là, on peut chercher à comprendre, vous avez posé un problème, et là, on peut chercher à entendre ce que vous avez dit. Alors, il y a une phrase qui me pose un petit problème, je voudrais le partager avec vous, c'est « si on ne se souvient pas, on est condamné à la répétition ». Alors, je ne sais pas ce qu'il faut penser de ça.
Parmi nos ancêtres, on a tous une reine, une fille de joie, un gendarme, un voleur, un débile et un prix Nobel. Tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais choisir pour mettre en mémoire? Alors, je sais qu'on va tous choisir la reine, le gendarme et le prix Nobel. Mais il n'y a pas que ça dans nos ancêtres. On a aussi une fille de joie, un voleur et un débile dans nos ancêtres. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de cela? Et pourquoi on ne parle que de nos ancêtres valorisants? Je pense que c'est pour se donner bonne conscience de soi, mais déjà on transforme un petit peu la réalité, de manière avantageuse bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ma mémoire? Je peux très bien me soumettre à ma mémoire, et dans ce cas-là, on a tous des raisons de déterrer la hache de guerre. On a tous des raisons. Les Arabes ont des raisons de faire la guerre à ceux qui ont fait les croisades. Les Juifs ont des raisons de faire la guerre à tous ceux qui les ont écrasés dans tous les pays. Les protestants ont des raisons de faire la guerre aux catholiques, et les femmes ont des raisons de faire la guerre aux hommes. Donc on a tous des raisons de se faire la guerre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se soumet à sa mémoire, on se rend prisonnier de sa mémoire, ou au contraire, on cherche à en faire quelque chose comme vous l'avez fait. C'est-à-dire utiliser des faits pour les remanier de façon à les mettre sur la scène publique pour poser une question et en débattre avec vous. Alors, là encore, un autre problème, c'est que quand on a connu ce qu'ont connu ces enfants de Sérignan, ce qu'ont connu ces adultes, c'est surtout vrai pour les enfants, parce que les enfants se développent. Un événement comme ça, quand il arrive chez un adulte, c'est une souffrance. Le même événement, quand il arrive chez un enfant, s'inscrit dans son développement et désormais fait partie de sa personne. Donc c'est beaucoup plus délabrant pour un enfant que pour un adulte qui souffre, mais qui est déjà constitué quand la tragédie arrive. Alors que l'enfant, lui, il est en cours de construction. Et ça s'inscrit dans sa personne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand, dans la salle, ça m'est arrivé, mais c'est arrivé aussi à d'autres gens, beaucoup de gens dans la salle, quand on a été chassé de la condition humaine, quand on a été condamné à mort à 6 ans, quand on a été persécuté pendant des années, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on se soumet à sa mémoire et on fait une carrière de victime, ou bien au contraire, on cherche à comprendre de façon à pouvoir faire quelque chose de sa blessure. Alors là, Lanzmann, qui a joué un grand rôle dans la récupération de la parole chez lui, il a redonné la parole aux Juifs avec Shoah, le film Shoah. Il a participé à tout un ensemble culturel, mais il a joué un rôle important. Lanzmann dit « Je veux surtout ne pas comprendre ». Alors que moi je dis le contraire, si je ne cherche pas à comprendre, je vais être malheureux, je vais être soumis à mon passé. Alors, qui a raison? C'est moi, bien sûr. C'est-à-dire que je suis atteint de la rage de comprendre. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Il faut que je comprenne comment des êtres humains ont pu infliger ça à d'autres êtres humains pendant que l'immense partie de la population se fermait les yeux, se bouchait les oreilles et se taisait. Alors, je ne peux supporter ça que si je peux chercher à comprendre. Mais chercher à comprendre, alors, Lanzmann, qui est estimable, je ne veux surtout pas en dire de mal, j'en dirai un peu de mal tout à l'heure, mais pour l'instant, je ne veux pas en dire de mal. Or, Lanzmann, quand même, il dit, chercher à comprendre, c'est légitimer la violence de l'autre, c'est lui pardonner. Je ne pense pas du tout. Moi, je pense que chercher à comprendre, au contraire, ça n'est pas légitimer sa violence. C'est chercher à se protéger et protéger celui qui ne cherche pas à comprendre et qui se soumet à une idéologie, à un récit absurde. J'ai une théorie là-dessus. Je dis que plus une théorie est idiote, plus elle a de chances de succès. D'ailleurs, ma théorie commence à avoir beaucoup de succès, et elle commence à... C'est-à-dire qu'il faut se méfier des idéologies très simples, parce qu'elles sont presque toutes criminelles. Au Moyen-Âge, il y avait un étudiant qui était payé pour poser au professeur, je le dis aux jeunes, tout à l'heure ça fera plaisir à vos profs, il était payé
pour poser au professeur des questions qui turlupinent. Et cet étudiant-là s'appelait le turlupin. C'est-à-dire qu'il devait donc bien suivre le cours parce qu'il fallait qu'il pose des questions qui turlupinent. Donc c'était souvent un bon étudiant dont la fonction était de turlupiner le professeur. Et je pense que ces turlupinades sont des formes de démocratie. Il ne faut pas se soumettre à un récit sans turlupiner. Parce que si on se soumet à un seul récit, on vit dans un monde sans autre. On vit dans un monde où il n'y a qu'une seule représentation, et dans ce cas-là, c'est la définition de la perversion. La définition de la perversion, c'est un monde seul compte mon plaisir. C'est ce que disait Sade ou Masoch. Seul compte mon plaisir, mais l'autre, il souffre, elle souffre. Ah oui, mais je me suis bien amusé. Oui, mais tu t'es bien amusé, mais regarde dans quel état il est, elle est. Ah oui, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà des raisonnements de pervers. Un monde sans autre, et l'autre, c'est celui qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas les mêmes origines, qui n'a pas le même sexe. L'autre, c'est forcément un enrichissement, à condition qu'on cherche à le découvrir. Alors, je vais terminer juste par le pouvoir des images. Je vous disais tout à l'heure, il faut toujours un turlupin dans une classe. C'est celui qui assure la fond. Je vais avoir mon espérance de vie vient d'être réduite, là. Mais là, il faut toujours un turlupin dans une classe, parce que les images sont presque trop parlantes. Donc elles peuvent piéger notre esprit. Je l'ai vu de mes yeux vus, moi. Or, j'ai eu la chance que j'ai un peu provoquée. Vous vous rappelez deux images. La petite fille, pendant la guerre du Vietnam, napalmée par les Américains. Vous vous rappelez, elle est en train de courir, en train de pleurer, toute nue, le dos napalmé, brûlé. Et puis, vous avez tous vu aussi le petit garçon qui sort, entouré par les nazis avec des mitraillettes, et c'est vraiment le petit délinquant, il devait avoir 5 ans, 6 ans, le petit délinquant arrêté par toute une armée nazie. Je les ai rencontrés tous les deux. Je dis à la Vietnamienne, qui a eu, je crois me rappeler, elle a eu 30 ou 40 interventions pour essayer de limiter les brûlures du dos. Et je lui dis, mais elle est très souriante, très chaleureuse, et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a permis de... Elle vit à Toronto, c'est-à-dire dans un pays anglophone. Elle a rencontré l'aviateur qui a jeté le napalm, qui a brûlé son village et qui lui a brûlé le dos et qui a brûlé beaucoup de gens de sa famille. Elle l'a embrassé et je lui dis, mais comment avez-vous fait pour... Vous êtes heureuse? Oui, beaucoup. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un métier qui m'intéresse à Toronto. Mais comment avez-vous fait pour vous en sortir? L'amour et le pardon. Je rencontre le petit garçon je lui dis, qui est maintenant médecin à New York, il joue du violon, le vrai juif, et je lui dis, mais d'abord, erreur, il me dit, vous savez, le petit garçon, c'est le ghetto de Varsovie. Pas du tout, c'est le ghetto de Cracovie, mais c'est rentré dans la littérature comme, bon, c'est pas grave, mais ce qui compte, c'est ce que ça signifie. Mais il dit, j'ai jamais été à Varsovie, j'étais à Cracovie. Ça veut dire quand même qu'on peut détourner les images. Voilà l'idée que je suis en train de préparer. Mais c'est pas grave. C'est un petit garçon sortant d'un ghetto et à 5 ans, 6 ans, et enfermé dans un camp pour être mis à mort. Il ne meurt pas, il devient médecin et musicien à New York, et je lui dis, mais comment avez-vous fait pour vous en sortir? Il me dit, la haine. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai milité contre le nazisme, c'est la haine qui m'a donné la force de m'en sortir. Donc deux stratégies totalement différentes pour s'en sortir. Mais alors, la première stratégie, l'amour. Peut-on pardonner? Comment fait-on pour pardonner à quelqu'un qui a napalmé tous les membres de votre famille et qui vous a torturé petite fille pendant toute votre vie? Comment fait-on pour pardonner? Est-ce même pardonnable? Et la haine, je pense que la haine, c'est proche du syndrome psychotraumatique, c'est-à-dire qu'on est encore prisonnier du passé, on ne pense qu'à ça, on a la haine au ventre. C'est une force, mais c'est une force qui nous rend amers, c'est une force amère qui nous rend prisonniers du passé. Mais quand on est blessé comme ça par la tragédie, on se débat
comme on peut. Alors ces détournements d'images, on en voit beaucoup actuellement. On voit par exemple beaucoup de... Je reçois sur Internet des images de petits garçons comme ça, entourés par des Israéliens armés. Je reçois des images d'empilage de corps qui sont les corps de Sabra et Shatila, où pas un seul Israélien n'a mis les pieds, même si Sharon aurait dû y mettre les pieds. Donc les images sont faciles à détourner, ce sont des discours politiques qu'on risque de prendre pour des vérités. Donc voilà, je voulais juste vous proposer ces 2-3 idées. C'est que, en fait, il n'y a qu'une idée à vous proposer, c'est que le piège de la mémoire, c'est de n'avoir qu'une seule mémoire, c'est-à-dire une mémoire sans autre. Et ce que je trouve admirable dans votre travail, c'est que justement vous êtes parti à la découverte des autres. Vous avez fait une enquête, vous avez questionné, vous avez retrouvé des images, vous avez réfléchi, vous avez turlupiné. C'est-à-dire que vous avez découvert, vous êtes parti à la recherche d'un monde sans autre. Et alors ça, c'est vraiment le plaisir de comprendre et en plus, le plaisir de vous rencontrer. Merci les enfants. Merci à tout le monde.